Je suis ravi de commencer, je suis surtout ravi d'être dans la cour Pasteur. Peut-être pour répondre à la question qui est posée, je tiens à redire solennellement, parce que c'est la cour Pasteur que j'ai étudié la philosophie ici, et puis pendant la crise du Covid, je l'ai connu dans différents types de positions. J'étais directeur du cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche au tout début. J'ai rejoint les organisations de crise ou les organisations désorganisées de crise quelque part à la fin du mois de mars pour m'occuper des tests, dépistage, qui était une grande question à cette époque-là. Et puis ensuite, en juillet 2020, j'ai rejoint l'assistance publique Hôpitaux de Paris auprès de Martin Hirsch, que je salue. Bonjour, je m'appelle donc Simon Cochemez et je dirige l'unité modélisation mathématique des maladies infectieuses à l'Institut Pasteur. Et donc dans cette unité, on cherche à mieux comprendre les épidémies, mieux comprendre leurs déterminants, essayer d'anticiper leur dynamique, ce qui nécessite le développement de toute une série de méthodes de modélisation mathématique et statistique. Et donc dans cette crise, très vite, on a mis en place ces outils. Et ensuite, on les a utilisés pour essayer de mieux comprendre ces dynamiques et partager ces résultats donc avec toute une série de... Donc j'étais moi membre du conseil scientifique Covid-19, donc bien entendu au sein du conseil, et puis avec les agences de santé comme Santé publique France, la Haute Autorité de Santé, les ARS, la PHP, et puis différentes directions du ministère de la Santé. Bonsoir, donc moi je suis Coralie Chevalier, chercheuse en sciences cognitives, et pendant la crise sanitaire, j'ai fait partie d'une des missions d'organisation désorganisée, qui était la mission en charge du déconfinement, qui était pilotée par Jean Castex. Et on peut se dire que les sciences cognitives et la crise sanitaire, ça n'a rien à voir. Et en réalité, la raison pour laquelle il y avait besoin de sciences cognitives et de sciences comportementales à ce moment précis, c'est qu'il n'y avait pas de tests, pas de masques, pas de médicaments. Et donc, la seule arme qui existait contre le virus, c'était de coordonner toute une population pour accepter et se mettre d'accord sur un certain nombre de comportements. On se souvient tous des gestes barrières. Donc la solution, le médicament, à cette époque-là, c'était le comportement. Okay, donc, moi, c'est Nathan Veversmadja, donc je suis infectiologue à l'hôpital Bichat-Claude Bernard, donc, qui est un des centres, un des établissements de santé de référence pour le risque de maladies émergentes. Et donc, j'ai été impliqué très tôt dans notamment en fait dès les premiers cas qu'on a eu à Bichat, donc qui étaient les premiers cas européens avec Bordeaux de Covid-19. Donc j'étais impliqué à deux niveaux principalement. Pour le dépistage, en fait au tout début, j'ai dépisté les contacts des premiers cas qu'on a eu à Bichat de Covid-19. Donc c'est impliqué d'aller à différents endroits en Île-de-France pour faire des PCR aux gens à une époque où il n'y avait même pas 10 cas en France. Et puis après, pour la plus classiquement pour la prise en charge clinique des patients, donc en hospitalisation dans un service où on a accueilli des milliers de patients Covid-19. Donc pendant plus d'un an et demi, j'étais à la prise en charge quotidienne des patients atteints de Covid-19. Et puis j'ai eu une petite activité d'information. En tout cas, j'ai essayé de faire de l'information médicale, un peu scientifique sur la maladie, sur ses conséquences, sur sa prise en charge, qui a été beaucoup discutée, vous avez dû voir, notamment sur le versant thérapeutique, et puis sur ensuite la vaccination qui a donné lieu à beaucoup de débats. Merci. Donc, évidemment, la crise Covid qui commence véritablement en mars 2020 est une situation complètement inédite auquel que ce soit les gouvernements et les chercheurs ne sont pas forcément préparés, malgré certains scénarios qui avaient été mis en place. Et donc j'aimerais que, peut-être qu'on peut commencer avec Nathan, qui était vraiment sur les premières lignes, de nous parler des premières semaines de la crise sanitaire et de comment faire face à cette situation inédite. Merci. Effectivement, donc nous, c'est vraiment tout. Dans les premières semaines, hein, comme je vous disais, les premiers cas Covid-19, il y avait vraiment cette dimension d'incertitude qui était extrêmement importante. Et je dirais, elle était très importante d'abord par rapport à la maladie, à ses conséquences chez les patients.
on connaissait très mal cette nouvelle pneumopathie infectieuse. En fait, on a, je trouve, assez peu bénéficié ou été chercher l'expertise d'autres pays qui avaient rencontré des cas un peu avant nous. Peut-être c'est une erreur, mais on a lu la littérature, un peu ce que les Chinois écrivaient sur la maladie, mais on n'a pas vraiment communiqué entre cliniciens pour savoir à quoi s'attendre. Et en fait, très vite, on était face à une pneumopathie extrêmement sévère, extrêmement difficile à prendre en charge, aussi bien sur le versant infectiologique que réanimatoire. Il y avait une première incertitude pour les patients. Il y avait une incertitude, et je pense qu'on pourra en rediscuter, immense sur les modes de transmission et la protection des personnels. Finalement, qu'est-ce qui devait être fait face à ces patients? Les tout premiers, on les a gérés de façon tout à fait maximaliste, comme on ferait quasiment pour des fièvres hémorragiques virales. Donc, c'est les équipements de cosmonautes que vous voyez. Et puis très vite, il nous était impossible de mettre en place ce niveau de protection pour l'afflux de cas qu'on a vu arriver. Donc, c'était des vrais gros éléments d'incertitude. La prise en charge thérapeutique, c'était très compliqué. Et je pense, on en reparlera effectivement, mais c'est une maladie pour laquelle on n'avait aucun traitement initialement. C'est une maladie nouvelle. On n'avait pas de traitement qui s'imposait d'emblée comme potentiellement efficace, puisque ses cousins, on va dire, le SARS-CoV-1 et le MERS coronavirus, ces maladies qui ne connaissent pas de traitement actuellement, donc on n'avait rien qu'on pouvait appliquer de proche, et on était assez démunis face à des gens extrêmement graves. Donc il y a eu différentes manières de répondre à cette incertitude thérapeutique, on l'a vu, des manières, moi j'ai la solution, je vais proposer ce traitement à tout le monde, il a l'air révolutionnaire, et puis des manières un peu plus classiques, disant qu'il fallait évaluer des traitements dans le cadre de recherche clinique plus classique dans sa mise en œuvre. Donc il y a eu tous ces questionnements, et puis il y a eu, malgré des discussions multiples qu'on a sur l'émergence, on est un établissement de référence sur les maladies émergentes, on a été confronté à notre impréparation finalement face à une maladie aussi transmissible, inconnue, et par exemple le contact tracing qui est à la base du contrôle de cette maladie, donc de voir pour chaque cas quels ont été ses contacts, de les dépister et de les isoler. Ça a été impossible, mais même quand on avait 10 à 15 cas en Ile-de-France, on n'a pas réussi à aller dépister les gens. Alors l'ARS les appelait pour voir s'ils étaient malades, les contacts des premiers cas, mais on a dû dépêcher, nous à Bichat, moi ou d'autres, on a été dans différents endroits faire des PCR chez les gens, puis on a très vite perdu le fil, et c'est une histoire finalement que vous connaissez, puisqu'on a très vite perdu le contrôle de l'épidémie. Je dirais la grande majorité des pays ont été dans ce cas, mais on n'était pas prêt à ça très clairement, et on n'a pas su le contrôler très vite. Voilà, donc avec cette incertitude thérapeutique, il y a aussi eu beaucoup d'incertitudes politiques. Quelles mesures mettre en place rapidement? Et donc peut-être que Nicolas, vous pouvez raconter ces premières semaines où on est passé de quelques mesures sanitaires à mettre un pays entier au confinement. Donc peut-être vous pouvez raconter comment ça s'est passé pour vous. Moi, c'est en plus, c'est une période où j'ai un peu comme tout le monde observé, mais dans une position différente. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très particulier à vivre. On l'a tous vécu et chacun l'a vécu à sa manière. Et je trouve que c'est un bel exercice, c'est indispensable même de revenir sur cette période-là. On est maintenant, avec 2 années de distance, on est passé un peu à autre chose. Il y a eu sur le moment beaucoup de choses écrites, beaucoup de choses pensées et dites. Je pense qu'on commence à arriver dans le moment où on peut essayer de réfléchir à ce qu'on a vécu. Moi, le sentiment que j'ai, paradoxalement, même si au tout début de la crise, je ne suis pas au cœur du sujet, c'est un sentiment de vide absolu. Il est vrai partout, de non-compréhension totale de ce qui se passe, ce que disait Nathan sur l'incertitude. La stratégie de contrôle mise en place ne fonctionne pas. Les événements, et c'est la force de l'événement en fait, c'est vivre la force de l'événement, c'est vivre une série de choses qui se passent et sans aucun contrôle, et avec 2 sujets, ne pas totalement comprendre et devoir réagir en permanence avec un temps de retard sur tout. Et c'est une expérience, je pense qu'on a tous vécu, qu'on a vu dans les sphères de décision publique, les décisions se succéder. On se rappelle tous de cette séquence, je crois, assez extraordinaire. La première intervention publique du président de la République annonçant les premières séries de mesures très fortes est un jeudi soir. Dès le vendredi, il y a le sentiment qu'au fond, ces premières mesures, la fermeture des écoles, des universités, qui pour exemple, le ministère des Universités était un sujet,
ne produisent pas leurs effets. Le samedi, une nouvelle décision est prise qui est de fermer les commerces non essentiels avec une forme de stupéfaction générale de ceux qui participent à la prise de décision, sur la base de simulations d'ailleurs qui est actualisée, qui montre qu'en réalité on est très proche d'une situation totalement incontrôlable. Et puis le lundi, je crois, le président annonce le confinement. Donc contre un jeudi, un samedi, un lundi, une séquence de temps infiniment courte et le sentiment d'une glissade complète jusqu'au moment où est prise la décision qui va permettre de reprendre le contrôle, heureusement, et qui recrée des conditions satisfaisantes. Moi, le sentiment que j'ai le sentiment que l'histoire de la gestion de l'épidémie, alors c'est une comparaison un peu bizarre, mais je veux dire, au début, dans des circonstances très particulières, j'ai un peu le sentiment qu'on se retrouve dans une situation qui consiste à jouer un jeu dont on ne connaît pas la règle, on ne connaît pas les pièces, on ne connaît pas les mouvements, bref, on ne sait pas grand-chose. Et puis, progressivement, on commence à jouer la partie, à en gagner une première, et donc ça se complique, on joue une deuxième, on en joue une troisième, et au fur et à mesure, on apprend et on réélargit à la fois sa compréhension, le spectre des possibles, il y a une espèce d'effet d'apprentissage. Et je voudrais souligner ce point-là. Je trouve que ce qui est très frappant, c'est le contraste entre une situation de départ où le contrôle est perdu, où la somme des connaissances est faible ou nulle, où on est dans la réaction en permanence. Et finalement, quand on regarde avec maintenant 2 ans de recul, même si les conséquences sociales sont extrêmement lourdes, finalement la vitesse à laquelle progressivement on comprend, on arrive à réintervenir, on arrive à refaire, et où progressivement on arrive à compliquer les choses. Et je trouve que de ce point de vue-là, il faut toujours mettre en regard de la violence initiale, cette espèce d'apprentissage collectif qui passe y compris par les travaux scientifiques qui ont été faits, par les réflexions qui ont été conduites et qui ont permis progressivement de commencer à se redonner de la compréhension et du mouvement, les deux à la fois. Et peut-être qu'on peut justement aborder les travaux scientifiques qui ont été faits et la constitution du conseil scientifique pendant la crise. Oui, donc si on parle de science, je pense, et qu'on revient sur ces premières semaines, je pense que le fait marquant aussi, c'est vraiment l'incertitude. Et on peut même en fait ne pas juste se contenter de regarder cette émergence, mais bon, quand on travaille sur cette émergence, sur les émergences, bien entendu, toutes les années, on voit des nouveaux virus qui apparaissent, qui sont plus ou moins graves. Et à chaque fois, vraiment, la première grosse question qui se pose, c'est sur la sévérité. Et donc, juste pour faire un parallèle avec une pandémie passée, alors en 2009, on a eu une pandémie de grippe, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en fait, les premières estimations de la sévérité pendant cette pandémie de grippe de 2009, elles étaient en fait très inquiétantes parce que c'était à peu près le niveau qu'on estimait au début pour Covid-19. La différence, bien entendu, c'est que ces premières estimations pour la grippe de 2009, elles se sont complètement effondrées au fur et à mesure qu'on a appris et qu'on s'est rendu compte en fait que les premières estimations qui nous venaient du Mexique, on surestimait complètement la mortalité parce qu'on ne voyait que les cas les plus graves. Si vous voyez que les cas à l'hôpital qui sont hospitalisés, oui, une forte proportion va mourir et donc vous avez tendance à complètement surestimer la mortalité. Et donc, beaucoup des personnes qui travaillent sur les émergences ont vécu cette expérience de la pandémie de 2009 et le fait que finalement, des premiers signaux inquiétants ne s'avèrent pas forcément si graves. Et donc, pour tous ceux qui ont un peu vécu cette pandémie de 2009, en fait, quand le Covid est arrivé, qu'on a vu les premières données chinoises, on se posait exactement la même question. Et donc, c'était vraiment, d'accord, ok, on a un premier signal inquiétant, mais est-ce que finalement, c'est pas parce que les Chinois ne voient que les personnes hospitalisées? Et ça, c'est toujours une question qu'on se pose au début d'une émergence. Et bien entendu, quand on n'a pas encore de bonne capacité de test, voilà, tous les outils de la surveillance dont on va avoir besoin, c'est vraiment un point clé. L'autre, vraiment, moi, si je reviens à ce démarrage, là où je trouve encore ça extraordinaire, c'est que quand la décision de confinement a été prise, on savait que ça croissait très vite, on savait qu'on allait dans le mur, mais en fait, on n'avait pas encore de données sur le contexte français, et donc on ne savait pas où on en était où le confinement se situait par rapport à la croissance des cas. Et je pense qu'on a eu les premières données un jour après le démarrage du confinement. Et en fait, ces données étaient plutôt rassurantes parce que quand on prolongeait les courbes, on se disait, bon, ça passe. Et sauf que le jour d'après, en fait, le nombre d'hospitaliers, le premier point, en fait, était pas bien, il manquait beaucoup de cas. Et le jour d'après, en fait,
on avait le nombre de cas avait doublé et ça passait plus du tout. Et c'est juste pour vous dire en fait à quel point on naviguait un peu à l'aveugle. Et donc la réflexion des scientifiques au début, voilà, elle était pleine d'incertitudes. Hein, les choses qui ont poussé le conseil scientifique à aller justement vers des mesures plus dures, c'était la situation en Chine, la situation et le constat que les Italiens en fait avaient des très bonnes capacités hospitalières, et puis les travaux de modélisation aussi qui expliquaient, qui contextualisaient un petit peu ce qu'on voyait en France. Mais notre réflexion à l'époque, elle était aussi très incertaine sur le niveau de mesure en fait, nécessaire. C'est bon le micro, j'ai l'impression que ça... Oui, il saute un peu. Ça saute un peu. C'est-à-dire que on savait que ce qu'avaient fait les Chinois, ça avait l'air de marcher. Donc un confinement très fort, ça marche. La question qu'on se posait, c'est dans quelle mesure on a besoin de ça. Est-ce que si tout le monde est raisonnable, on a besoin de mesures fortes. Et si vous lisez le premier rapport du Conseil scientifique, c'était ça. Ben oui, ça va suffire. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? On pourrait peut-être aller beaucoup moins loin en termes de mesures restrictives, mais ça dépend complètement des comportements. Et c'est ça qui a fait aussi le changement entre le jeudi et le samedi, de se rendre compte qu'en fait, les comportements ne changeaient pas forcément beaucoup sur ces quelques jours. Mais ce qui m'amène à une autre question qui est justement l'idée de contingence, en fonction d'un certain nombre de paramètres, les scénarios peuvent être très différents. Et donc, ce n'était pas, il y avait beaucoup de modèles possibles, entre guillemets, et d'incertitudes sur la situation dans laquelle on était. Et donc, j'aimerais bien peut-être que, tous ensemble, vous pouvez parler des différents scénarios possibles. Comment est-ce qu'on communique sur ces différents scénarios et comment est-ce qu'ensuite, sur une base de multiples scénarios, on prend une décision qui, elle, doit être unique? Oui, moi je pense que ça c'était un vrai enjeu et peut-être quelque chose dont on parle pas suffisamment, qui est le lien entre l'incertitude et la gestion de l'incertitude et la confiance dans l'action publique. Au début de la crise, il y a eu une posture qui était une posture qui visait, je pense, à rassurer, donc c'était très bien intentionné, et qui visait à aligner la décision avec un sentiment que c'était fondé sur des informations certaines, parce qu'on se dit, quand on dit il faut faire A, c'est plus rassurant si on se dit qu'on a toutes les raisons de penser que A est la bonne décision. Et donc, toute la difficulté du politique et de la décision politique, c'est de parvenir à communiquer le fait qu'on prend des décisions binaires, on implémente telle action ou telle autre action, sur la base d'informations qui sont probabilistes. Et alors, quand c'est dit comme ça a l'air très technique et impossible à faire, mais en fait, on fait ça tous les jours. Quand on prend la décision, par exemple, de prendre un parapluie ou pas un parapluie, c'est une décision binaire, on le prend ou on ne le prend pas, qui est informée, fondée sur des informations probabilistes. À quel point est-ce qu'il est probable ou pas qu'il pleuve? Donc le lien entre la gestion de l'incertitude et la confiance se trouve à un niveau intéressant du point de vue politique. C'est que si on fait semblant que la décision est fondée sur des informations certaines et qu'on s'est trompé, alors on perd la confiance. Et au départ, la communication était présentée de telle sorte qu'on avait le sentiment qu'il ne faut pas mettre de masque parce qu'on est certain que ça ne sert à rien. Et on a bien vu comme ça avait détruit la confiance. Et un cap a été franchi quand une posture d'humilité a été adoptée, notamment par le Premier ministre Édouard Philippe, qui a dit en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Plein de choses qu'on ne sait pas, et on va prendre des décisions, on va essayer de prendre les meilleures décisions qu'on peut sur la base d'informations qu'on pense être vraies, mais elles sont probabilistes et peut-être qu'on se trompe. Donc il y a un lien entre l'incertitude, la gestion de l'incertitude et la confiance dans les décisions publiques. Peut-être pour revenir justement sur cette information qui est actualisée en permanence, qu'on apprend toujours de nouvelles choses. Nathan, peut-être vous pouvez parler de ça d'un point de vue d'un praticien à l'hôpital quand on apprend qu'un nouveau patient vient. Est-ce que ce qu'il faut faire pour le traiter ou même pour les gestes barrières? Je pense qu'on avait évoqué ensemble dans la conversation, par exemple, la situation des masques et l'évolution de la posture sur la situation des masques.
Oui, effectivement, comme je disais, c'est vrai qu'il y a à plusieurs niveaux, nous, on doit de façon très, très pragmatique, concrète, jongler avec différents scénarios, différentes possibilités qui ont des conséquences sur la gestion d'une maladie. Ça concerne la Covid sur le diagnostic, mais ça concerne aussi d'autres maladies émergentes. Par exemple, nous une situation qui est toujours complexe à gérer, alors qu'on prend des décisions en groupe, c'est face à un cas qui nous est signalé par exemple par les SAMU ou un cas potentiel de maladie émergente. Et en fait, ça nous arrive régulièrement, par exemple, dans les suspicions de fièvre hémorragique virale, type Ebola, ou par exemple les suspicions de MERS coronavirus. Et en fait, on est appelé, on nous dit, par exemple, la dernière fois, c'était quelqu'un qui apparemment revenait d'Afrique de l'Ouest, aurait de la fièvre, dans le métro, trouvé sur le quai du métro, aurait un discours délirant, donc potentiellement une atteinte neurologique. Et donc là, on nous dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le met dans une filière alerte fièvre hémorragique virale? C'était un moment où il y avait quelques cas en Afrique de l'Ouest de maladie virale Ebola, ou est-ce qu'on ne le met pas? Et en fait, ces conséquences, sur le plan de la gestion des scénarios de maladies émergentes, ça change tout. Nous, elles nous sont posées régulièrement vis-à-vis par exemple, la question la plus actuelle actuellement, c'est les cas de variole du singe dans des camps de migrants. Donc vous avez la variole du singe actuellement, c'est une maladie émergente plutôt chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Mais une grosse question, c'est est-ce que ça sort de cette population? Et on a beaucoup de points d'appel dans des camps de migrants pour savoir est-ce que c'est une variole du singe, est-ce que ça l'est pas. Et on est obligé de décider si on déclenche ou pas une véritable alerte qui peut prendre des proportions ou pas. Et parfois, avant les tests diagnostiques, avec Covid, très clairement, on était embêté avec la gestion des tests diagnostiques. Donc c'est compliqué. On n'est pas des spécialistes, je pense, de la gestion de l'incertitude non plus, en tant que médecin. Donc on essaye de se réunir et de prendre des décisions. Et donc à différents niveaux. Et là, si on prend par exemple l'exemple des masques, c'est une autre situation qui n'est pas l'alerte émergente, mais c'est la décision du niveau de protection. Ça s'appuie sur des données scientifiques antérieures qui étaient faibles dans le cas de SARS-CoV-2, puisqu'on ne connaissait pas ce virus. Et on devait, finalement, d'autres personnes devaient donner des avis. Est-ce qu'on masque tout le monde parce que ça peut se transmettre chez les patients asymptomatiques? Est-ce qu'on masque, comme on a l'habitude, uniquement les gens qui ont des symptômes? Qu'est-ce qu'on fait sur le plan de la protection par rapport au risque contact? Vous voyez, sur blouse, tablier, gants. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au risque gouttelette ou aérien? Quel type de masque? Et ces questions, on est obligé de les trancher. Je crois que par exemple pour les masques, ce qui a été extrêmement débattu et extrêmement reproché, c'est qu'au début de l'épidémie de Covid-19, on a dit on va faire comme ce qu'on recommande pour le SARS-CoV-1, c'est-à-dire masquer les gens qui ont des symptômes, parce que la transmission chez les asymptomatiques, elle n'est pas démontrée et elle n'est pas effective dans les maladies cousines, les autres coronavirus. Et finalement, c'était une erreur. Puisque le Covid-19 se transmet très bien chez les gens asymptomatiques. Et en fait, son pic de transmission, il est avant même le début des symptômes, très probablement entre les gens. Donc c'était une erreur. Et en même temps, les gens disent assez facilement vous auriez dû prendre la décision la plus précautionneuse. Mais en fait, on ne peut pas prendre tout le temps la décision la plus précautionneuse. Pour nous, le mode de prévention de transmission des infections le plus précautionneux, c'est les fièvres hémorragiques virales. Et clairement, à Bichat, si on prend 2 patients avec une fièvre hémorragique virale avec le mode de protection pour ces maladies, on est vite débordé, rien que 2. Donc on ne peut pas dire il faut le faire pour tous. Donc c'est compliqué, il faut balancer avec différentes informations. Et effectivement, on se trompe. Et donc c'est important quand on prend des décisions de dire on peut se tromper, on les prend sur des probabilités qui ne se réalisent pas toujours. Peut-être Nicolas, si vous pouvez revenir sur justement ce besoin d'arbitrage basé sur l'incertitude. Ce que je trouve important dans ce que vient de dire Nathan, c'est que ça remet quand même très bien en situation les choses. C'est-à-dire que tout le monde est obligé de faire des séries d'hypothèses au départ. Ce que je disais un peu sur essayer de comprendre ce que sont les règles du jeu. Quand vous avez, entre guillemets, pardon de le dire presque, de la chance, une partie des hypothèses sont vraies, d'autres sont fausses, ça s'annule plus ou moins et vous allez loin ou pas loin. Moi, j'ai connu, comme le disait Simon, la période de 2009 où tout l'appareil d'État se préparait à une pandémie qui n'est jamais venue. Bon, donc voilà, ça existe et ça arrive. Donc c'est quelque part, c'est le propre même de ce type de circonstances, c'est vraiment aussi l'irruption de l'événement, de quelque chose qui n'est pas anticipé, pas anticipable, du moins pas en partie, dont les caractéristiques précises ne sont pas bien connues. Ça, c'est un premier point. Après, j'ai un deuxième point qui est de dire, c'est revenir sur
à partir de là, dans la toute première période, comme ça a été très bien dit, la seule variable qu'on maîtrise à peu près, c'est contact tracing, comportement. Le contact tracing échoue assez vite. Il se pose la question de la prise sur les comportements. Moi, j'ai aussi des souvenirs qui sont des souvenirs de débats qu'on pouvait avoir sur le point de savoir combien de temps il fallait pour constater que quelque chose ne marchait pas. Et alors, si on reprend cette fameuse séquence du jeudi et du samedi, le jeudi soir, Emmanuel Macron parle pour la première fois, les écoles sont fermées, les universités sont fermées. Toute la nuit, l'appareil d'État passe à travailler pour essayer de préciser les conséquences de ces décisions. Exemple très bête, vous fermez les universités, est-ce que vous fermez les résidences universitaires? Qu'est-ce que vous faites des étudiants? Plein de questions de cet ordre dans tous les champs de la vie. Donc on passe la nuit et une bonne partie du vendredi à préciser ces réponses. Et dès le vendredi soir, parce que de mémoire, il y a des gens tout au long du canal de l'Ourcq qui profitent en quelque sorte de la dernière soirée tranquille, il y a une espèce de constatation collective du fait que ça ne marche pas. Avec une bonne question qui est, est-ce que c'est une bonne analyse? Deux, est-ce qu'on peut reprocher à des gens de ne pas avoir compris ce qu'on ne leur a pas encore expliqué? Deuxième question. Et donc il y a un débat à ce moment-là. Et il se trouve que moi je fais partie de ceux qui, à ce moment-là, considèrent, avec un espèce de tempérament un peu cartésien borné, que tant qu'on n'a pas expliqué une décision, enfin ce qu'elle veut dire, on ne peut pas juger qu'elle a échoué. A posteriori, je pense que j'avais totalement tort. Mon raisonnement était absolument excellent, mais pour les raisons que disait Simon, finalement, il fallait bouger plus vite, y compris parce qu'on avait le sentiment qu'on était plus loin. En tout cas, cet exercice, cette question-là, elle est revenue très régulièrement dans la crise. Cette question de savoir qu'est-ce qu'on a dit, est-ce que ça a été compris, avec, je trouve, des superpositions de niveaux, des macro-messages très simples, mais très importants à faire passer, et puis toutes les questions pratiques posées par les décisions de gestion de crise, en ce compris les questions qu'on a collectivement beaucoup débattues dans la société, j'entends, y compris est-ce que vous fermez ou pas les rayons librairies dans les supermarchés quand vous avez fermé les librairies, pas les supermarchés. Voilà. Donc tout ce champ de questions-là a pu exister. Et après, peut-être pour faire un dernier commentaire, mais j'ai l'impression aussi que ça marque la première phase. Et cette première phase, elle va jusqu'à quelque part à la fin du mois de mars. Je caricature un peu, mais voilà. Après commence une autre phase très différente, où on se repose des questions qu'on n'avait jamais vraiment connues jusqu'ici. Typiquement, comment on déconfine? D'où la mission confiée à Jean Castex. Comment on déconfine? Ça veut dire quoi? Comment on fait ça? Et là aussi, finalement, c'est une question à la fois compliquée et simple. Et il y a une chose dont on a assez peu parlé, mais je pense qu'elle est déterminante, y compris parce qu'elle est à l'arrière-fond de tout ce qui se dit. Elle est la question du décalage entre ce qu'on sait qu'on devrait plutôt faire et ce qu'on peut effectivement faire. Et qui est une partie des sujets qu'on a tous rencontrés. Et moi, le souvenir que je garde de la crise, c'est à partir de la fin du mois de mars, d'un moment, on bascule d'un moment où on ne comprend pas trop ce qui s'est passé, mais enfin, somme toute, ça finit par à peu près fonctionner, parce que la bonne décision a été prise, à une autre phase, qui est une phase où on sait à peu près ce qu'il faudrait faire, où la vraie question, c'est comment on est capable de le faire le plus vite possible, et là, c'est encore autre chose. D'accord. J'en profite pour souligner l'incertitude météorologique auquel nous sommes confrontés. Donc, merci de rester pour ceux qui sont courageux, malgré la pluie. Voilà, c'est un exemple d'incertitude. C'est un assez bon test. Hein. Voilà. Mais donc, je pense que ce que vous soulignez, Nicolas, l'idée de comment communiquer avec la population, avec certains messages très clairs, alors qu'on est dans une situation potentiellement très complexe, où il y a beaucoup de scénarios différents. Comment est-ce qu'on arrive à communiquer une situation claire et à faire passer un message a été une vraie question pendant toute cette crise. Et donc peut-être que vous pouvez revenir là-dessus, que ce soit communiquer peut-être des scientifiques envers les politiques, et puis des politiques envers la population. Comment est-ce qu'on arrive à simplifier une situation complexe et incertaine ? Ouais, je peux peut-être parler de ça. Donc pour nous, la communication a été compliquée. Et je pense, donc pour la communication avec les politiques, je pense qu'il y a vraiment eu un peu un apprentissage des deux côtés. C'est-à-dire que autant il y a des pays qui ont l'habitude de travailler avec des modélisateurs, avec des scientifiques dans ce type de contexte. Là, c'était un peu une nouveauté en France. Ça avait été fait dans le passé, mais pas
pas autant que ça. Et donc, il y a vraiment eu un apprentissage pour nous assurer qu'on fait passer les bons messages et s'assurer de l'autre côté que l'information est bien reprise dans son intégralité. Donc, on a eu des phases, par exemple, où on pouvait faire toute une analyse et en faire, pour certaines utilisations de planification, une direction du ministère de la Santé décidait de garder un scénario. Et c'était vraiment le scénario qui ensuite était repris. Et ça, en soi, ça change complètement le message, de dire justement, il y a un scénario et c'est ça, et vous avez une courbe, ou alors vous avez 10 courbes, bien entendu, l'information n'est pas complètement la même. Et puis, donc, et en fait, ça, c'est des problèmes qui sont réglés en mettant en place des réunions hebdomadaires pour discuter les résultats. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir un bon rapport. Un rapport, c'est très facile de finalement pas sortir les bons chiffres ou les bons messages, mais vraiment d'avoir de la communication interpersonnelle. Et les points de communication qui ont été souvent compliqués vis-à-vis des modèles, c'est la différence entre prévision et scénario, justement. C'est-à-dire que vous pouvez présenter 10 scénarios. Vous n'êtes pas forcément en train de dire que voilà, c'est ça qui va se passer. On dit juste, si rien ne change, on s'attendrait à être à tel niveau de l'épidémie. Et ce qui est bien entendu très différent de faire de la prévision, de dire il va pleuvoir maintenant. C'est pas la même chose. Alors, on avait des outils statistiques après un certain temps pour faire de la prévision, pour dire, je pense que dans 10 jours, on en sera à l'épidémie. Mais il a fallu pas mal de temps pour vraiment que les gens comprennent bien cette distinction entre le scénario où rien ne change et puis une prévision que rien ne va changer. Merci. Peut-être Coralie. Oui, en fait, je pense aussi que l'apprentissage, ça a été de se dire qu'un message de communication de santé publique, c'est en soi un objet scientifique. C'est-à-dire que quand la seule arme qu'on a pour lutter contre une transmission de maladies, c'est un changement de comportement, alors, de la même manière qu'on teste les médicaments, il faut tester les messages de santé publique pour s'assurer en amont que ces messages sont compris. Et parfois, c'est tout à fait contre-intuitif et il y a une difficulté à accepter qu'on va communiquer un message qui est moins juste du point de vue sanitaire parce qu'il sera mieux mémorisé et mieux compris du point de vue de notre psychologie. Je prends juste un exemple sur le lavage des mains. On sait que pour se laver efficacement les mains, il faut respecter 12 étapes. Mais quand on cherche à communiquer ces 12 étapes, personne ne se souvient de rien. Et donc, il vaut mieux communiquer 6 étapes. Et ça, c'est très difficile à faire accepter aux autorités sanitaires. Et donc, je pense que le point que Coralie faisait est vraiment très important, de se dire, voilà, parfois la clarté d'un message est plus importante que d'expliquer tous les tenants et aboutissants d'un certain comportement. Il faut privilégier l'efficacité d'un message. Et donc peut-être que vous pouvez tous revenir aussi sur voilà, quelles leçons est-ce que vous avez appris sur la communication de l'incertitude et est-ce que vous feriez les choses différemment, que ce soit voilà, au sein du conseil scientifique, du politique et dans l'interaction avec le public. Nous, par exemple, donc, quand on écrit un article de recherche en modélisation, en général, on présente souvent un scénario de référence et puis on fait les analyses sur ces scénarios de référence. Et ensuite, à la fin, on fait des études de sensibilité pour montrer comment les résultats changent quand on change les hypothèses. C'est le format scientifique standard dans les articles. Et en fait, après un certain temps, donc au début, on écrivait nos rapports comme ça, et puis on s'est rendu compte que personne ne regardait les études de sensibilité, et donc il y avait la fausse impression que voilà, il y avait le scénario de référence et c'était tout. Et donc on a changé à la fin, systématiquement, on montrait la figure d'études de sensibilité avec 15 graphes qui montraient tous les scénarios et qui montraient qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, parce que sinon le message passait pas, en fait. Nicolas, peut-être ? Moi, j'ai une vraie question de savoir s'il aurait été possible de faire vraiment différemment. Je pense que dans cette situation, encore une fois, dans cette situation-là, qui est un moment où vous avez perdu le contrôle, vous ne savez pas exactement pourquoi, et où par ailleurs vous devez faire passer une mesure historique, je pense que c'est assez compliqué de faire différemment. Après, moi, finalement, je trouve que le point de frustration de cette période-là, c'est que vous êtes réduit, et c'est ce que disait très bien Coralie, à un mode de communication extrêmement simple, ce qui pour le grand public est indispensable.
On ne pouvait pas expliquer, dans une situation de cet ordre, je pense que c'est compliqué de ne pas simplifier les messages, de ne pas revenir sur des choses qui soient claires, intelligibles, sans ambiguïté, ce qui est majeur. Mais simplement, dans cette période-là aussi, ne circule aucun autre message en temps normal, dans la vie politique, dans la vie administrative, dans la vie collective. Il y a différents niveaux de discours qui circulent. Il y a un discours grand public, il y a un discours pour spécialistes, il y a un discours pour médecins, il y a un discours pour... Il y a plein de discours qui sont d'un niveau inégal de complexité, qui s'articulent plus ou moins les uns aux autres, mais qui font quand même que dans la population, il y a des niveaux de compréhension variables qui existent et qui permettent aussi de faire de la pédagogie aux uns et aux autres de comprendre. Dans la période de la crise, il n'y avait qu'un seul discours. C'est-à-dire, quasiment. Il n'y avait quasiment qu'un seul discours en circulation. Rien d'autre. Pas de demi-littérature, pas de choses plus compliquées pour les initiés. Et il n'y avait pas de relais. Et ce face-à-face-là, entre un gouvernement qui parle et une population qui écoute, avec quasiment rien au milieu, c'est une situation extrêmement rare. Et c'est cette situation aussi qui crée des potentiels clivages de confiance que mentionne Coralie. Et du coup, moi, la leçon que j'en tire, c'est que dans la crise, il y a une chose qu'à un moment, on ne fait plus et qui est un problème, c'est que, notamment, tout l'appareil de gestion de la crise arrête de parler et d'expliquer à tous les corps intermédiaires. Il le fait pour des bonnes raisons, parce que dans la violence de la crise, avec des journées qui se suivaient les unes après les autres, interminables, vous n'avez pas le temps de grand-chose d'autre. Mais quand vous faites ça, vous faites une chose assez simple, vous arrêtez, vous cassez tous les mécanismes de diffusion d'intelligence, en fait, de complexité, de précision, tout ce qui permet de faire en sorte que vous pouvez croiser quelqu'un, écouter quelqu'un qui vous explique un peu plus, qui est capable de vous dire un peu plus précisément ce qu'il y a derrière ce que vous entendez. Et ça, c'est une radicalisation, une simplification qui est imposée par l'événement, mais qui est, voilà, qui, je pense, un énorme point de fragilité, un grand point d'interrogation pour moi. Je ne sais pas si tu as là-dessus d'ailleurs. Moi, je ne sais pas ce que je ferais différemment. Parce que tout ça était très compliqué, mais ce que j'ai constaté et appris, c'est à quel point on peut mettre plein d'intelligence ensemble et produire des décisions inadaptées. C'était absolument frappant de voir autant d'expertise juridique, d'expertise technique, d'expertise sanitaire, d'expertise de modélisation, d'expertise... Voilà. Et puis à la fin, c'est tellement compliqué, il y a tellement d'incertitudes qu'on produit une décision qui n'est pas adaptée et on ne sait pas comment se sortir de ça. Donc la somme des intelligences peut créer du n'importe quoi et c'est quelque chose que moi j'ai appris. Mais je n'ai pas de solution sur comment on aurait pu faire différemment. Ouais. Non, j'ai pas de solution non plus. Je pense pour la communication de l'incertitude, je pense que c'est très important effectivement de bien dire ce qu'on ne sait pas. Ça a été plus ou moins fait. Moi, un gros problème aussi, je trouve qu'on a eu, c'est pour communiquer la certitude finalement. Alors, on a eu du mal à communiquer l'incertitude, mais pour des choses qu'on savait, ou en tout cas qu'on avait vraiment toutes les raisons de penser vrai, avec des très hauts niveaux de probabilité, on a eu énormément de mal à le faire passer. Et moi, je vais prendre deux exemples vraiment qui nous ont beaucoup occupés en tant que médecins et préoccupés. Le premier, c'est le traitement par hydroxychloroquine. Tout le monde a entendu parler. Très vite, je veux dire, c'était une certitude que ça ne pouvait pas marcher. C'est un antiparasitaire qui n'a aucune activité contre une maladie virale, dans aucune pathologie, qui avait une activité in vitro, on l'a su, à des doses qui sont incompatibles avec la vie humaine, qui a été testé chez le macaque, ne faisait pas l'ombre d'une efficacité, et on a quand même ramé pendant des mois à avoir des patients qui venaient systématiquement nous consulter sous hydroxychloroquine, azithromycine, avec la résistance bactérienne que l'azithromycine a pu engendrer, l'utilisation de thérapeutiques inadaptées. Donc ça, on n'a pas réussi quand même, hein. Et c'est pas que dans les médias, c'est des patients qu'on voyait à qui des médecins prescrivaient ça. Et donc ça, c'est quand même incroyable. Et l'autre chose, c'est sur la vaccination. Très vite, on a su que le rapport bénéfice-risque des vaccins Covid, il était très en faveur des vaccins Covid. Et ça, c'était évident chez tous les gens qui ont des comorbidités, tous les gens qui ont un certain âge. Puis ça l'a été assez rapidement quand même pour tout le monde. Et pourtant, on a eu énormément de mal quand même à faire vacciner nos patients, y compris des gens immunodéprimés, y compris des gens obèses, y compris des gens âgés ou hypertendus. Et donc ça, c'est un vrai problème. Je veux dire, quand on sait, on a tous les éléments pour dire ce vaccin, il va beaucoup plus être bénéfique pour vous que présenter des risques, parce que les risques sont vraiment mineurs, et qu'on n'arrive pas à vacciner nos patients,
Ça, c'est un problème. Je ne sais pas comment je ferais différemment, mais moi, ça me perturbe encore plus, hein, finalement, cette incapacité à bien communiquer ou à ton cas bien se faire entendre sur des certitudes médicales et scientifiques. Merci. Donc peut-être plus de clarté dans les messages, beaucoup d'humilité et beaucoup de clarté aussi pour la certitude qu'on peut avoir dans certains domaines. Je vais en profiter, il ne nous reste plus beaucoup de temps, d'ouvrir pour des questions. Je vais vous demander de faire des vraies questions, pas des remarques, et de garder ça assez court. Et donc si vous avez une question, on va vous passer un micro. Oui, bonjour, bonjour Guillaume, enchanté. Merci pour cette présentation très intéressante. Vous avez beaucoup parlé sur l'urgence de récolter des informations très vite pour se donner des capacités de modélisation, notamment de l'incertitude, donc par une sorte de mesure de probabilité. Mais un risque, c'est une probabilité et aussi une conséquence. Et dans le cas d'une crise sanitaire, la conséquence, c'est une perte de vie humaine auquel on est obligé de donner un coût, si on veut la comparer à d'autres conséquences ou des mesures palliatives. Et comment on fait pour donner un coût à la vie humaine dans ce genre de situation ? Est-ce que ça a été fait dans le conseil de défense, dans le conseil sanitaire ? Voilà, c'est ma question. Merci Guillaume. Alors, je ne suis pas un économiste de la santé, mais je pense je peux répondre. Donc, pour ce qui est donc, dans toutes les modélisations qu'on a faites, on a vraiment regardé l'impact sanitaire en termes de nombre d'hospitalisations, nombre de décès. On n'a pas fait d'évaluation, nous, économique sur les autres coûts, donc typiquement coûts économiques, coûts pour l'éducation des enfants. Là, je pense qu'il y a un vrai besoin d'approche pluridisciplinaire pour faire ça, c'est-à-dire, moi je ne suis pas un économiste, et donc de travailler avec des économistes. Et donc il y a des économistes qui ont fait ce type d'évaluation. Mais pour ce qui est des coûts, et je pense que c'est souvent comme ça que les interventions sont décidées, c'est vraiment sur l'impact purement sanitaire, donc hospitalisation, décès, nombre d'entrées en réa et ce type de critères, plus qu'un coût quantifié économique. Nicolas, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je pense que pour confirmer ce que disait Simon, je pense que les décisions, elles ont assez rapidement été prises avec une norme qui est le risque de débordement hospitalier. Enfin, c'est devenu progressivement l'étalon. L'enjeu derrière, c'est vraiment des questions de vie humaine. Et les choix collectifs, ils ont quand même été très structurés par ça. Et je pense qu'on peut se dire en un sens que c'est heureux. Enfin, ça a vraiment été la boussole. Après, il y avait d'autres éléments d'ambiance, on va dire ça comme ça, qui viennent, au fond, augmenter la tension de la décision. Mais voilà, la question majeure, c'était est-ce qu'à un moment, les services de soins vont être débordés et est-ce qu'on va se retrouver dans une situation où on n'arrivera plus à prendre en charge un patient qui arrive dans un hôpital. C'était le critère. Merci. Je pense qu'on a le temps pour encore une dernière question. Je pense qu'il y avait une question ici devant, et puis on devra laisser la place à l'intervention suivante. En passant, j'avais une petite question à glisser entre deux. Alors, merci beaucoup pour cette conférence qui donne envie de s'accrocher. J'avais envie peut-être d'un mot sur l'évaluation des politiques publiques. Pendant des années en France, on a souffert d'un manque d'évaluation des politiques publiques, que ce soit en éducation ou en santé. Aujourd'hui, donc, on manque encore d'évaluation publique sur les politiques vaccinales. Est-ce que vous pensez qu'il y a un tournant qui a été pris ? Merci. Une question sur l'évaluation des politiques publiques. Un tournant qui a été pris, je ne sais pas. En tout cas, je l'espère. Et mon sentiment, c'est qu'en effet, on entend de plus en plus parler de décisions fondées sur les preuves, evidence-based. Toute la difficulté maintenant, ça va être de savoir quelles preuves on met dans la balance et comment est-ce qu'on produit un arbitrage entre des preuves qui viennent, par exemple, du sanitaire, des preuves qui viennent des sciences cognitives sur l'acceptabilité, des preuves qui viennent de l'économie de la santé. Et l'arbitrage politique, on voit bien que produire les preuves, ça ne suffit pas à produire une décision politique, parce qu'une décision politique, c'est une décision qui inclut des preuves sanitaires, des preuves comportementales, des preuves économiques, etc. etc. J'ai le sentiment qu'un cap a été franchi, mais qu'on n'est pas encore complètement à l'aise sur la façon dont on crée l'arbitrage, et peut-être qu'un regret, si on devait, parce que j'ai réfléchi à qu'est-ce qui... c'est de réussir, même en situation d'urgence, à produire de la délibération collective et de la démocratie participative et consultative, comme la Convention citoyenne pour le climat. Mais ça, on ne sait pas le faire très rapidement et on ne le fait pas très souvent de manière générale. Moi,
Pour prolonger, je trouve que la question, c'est aussi de se dire qu'est-ce qui nous a vraiment manqué. Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire qu'on aurait dû faire autrement. Il y a eu beaucoup de débats qui se comprennent sur est-ce qu'on aurait avoir plus de masques, plus de tests, etc., etc. Mais je trouve qu'à la fin des fins, ce qu'on n'a pas réussi à faire, sous le contrôle de Coralie, c'est trouver des stratégies adaptées d'intervention sur les comportements plus fines que 2 options, ouvert, fermé, confinement, pas confinement. On n'a jamais vraiment, ou couvre-feu, on n'a jamais vraiment réussi à aller plus loin. Comme on n'a jamais vraiment réussi à raffiner des modèles plus élaborés sur tel type d'activité ENCO. Et donc, moi, à titre personnel, j'ai le sentiment que c'est ça le point sur lequel on n'a pas vraiment eu de prise, en tout cas pas autant qu'on aurait pu le souhaiter. Et je trouve que c'est une question, parce que dans la situation qu'on connaît, la question de changement climatique, de responsabilité écologique, la question majeure, c'est les comportements. Et si on n'est pas plus armé pour agir sur eux qu'on l'a été en un sens il y a 2 ans de ça, c'est pas forcément une excellente nouvelle, même s'il pleut. Encore très rapidement, une question courte. Oui, très rapidement une question, parce qu'il y en a un quand même qui a pu communiquer avec beaucoup de certitude, peut-être à tort durant la crise sanitaire. C'est un professeur des universités à Marseille qui nous a vendu un médicament. Et en fait, je me posais une question sur la diffusion de son message. Est-ce que c'est pas une conséquence aussi, partiellement, de la communication extrêmement simplifiée qu'on a décidé d'adopter en décidant de simplifier tous nos raisonnements, toutes nos campagnes préventives, etc. Est-ce qu'on n'a pas renforcé le discours de Didier Raoult qui a dit regardez, il truque les chiffres, il manipule, etc. Et est-ce qu'il y a eu des conséquences négatives du coup à cette simplification? Et est-ce qu'on a appris comment mieux contrer ce genre de discours anti-science et qui a été diffusé notamment par Didier Raoult? Voilà, donc une question sur les effets secondaires de la communication simpliste du gouvernement. Simple en tout cas. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est cause, conséquence, si le discours a encouragé ça. Ce que je sais, c'est que c'est extrêmement difficile de dire à un patient, écoutez, là, vous avez une maladie grave, ou à sa famille d'ailleurs, vous avez une détresse respiratoire, on n'a pas de traitement à vous proposer. Et je crois que quand même, cet aspect, il fait que c'est beaucoup plus facile, nous, au jour le jour, quand on doit communiquer à quelqu'un pour une maladie bactérienne, vous avez cette maladie, mais on a des antibiotiques. Et je crois que ce qui a marché avec le discours, moi j'ai un traitement, c'est ça, mais à l'échelle collective. C'est-à-dire on était face à une maladie inconnue grave, quelqu'un dit, moi j'ai quelque chose à proposer. À mon avis, c'est beaucoup plus simple que ne rien avoir à proposer. Après, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux partager ça, franchement, je ne sais pas. C'est quelque chose qu'on retrouve toujours pour toutes les maladies. C'est mieux entendu, un discours rassurant. Donc il faut qu'on trouve des armes pour que ça ne soit pas le discours qui domine dans un cas de crise sanitaire, parce que c'est un discours qui fait beaucoup de mal. Voilà, je pense qu'il est temps de vous quitter. Donc merci encore beaucoup à tous les intervenants d'être venus aujourd'hui.